Je m'excuse par avance de ne pas parler votre langue. Bueno, Bien sepan disculpar que no hablo castellano pour faire la communication en espagnol. para poder hablar en español en mi comunicación en directo. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs cas d'études Voy a presentarles varios casos de estudio autour de cette thématique, informer, désinformer, éduquer, alrededor de esta temática de informar, desinformar y educar, autour de l'écologie, alrededor de la des ecología, médias et de la los medios jeunesse. de comunicación y la juventud. Avant tout, pour que vous compreniez d'où je parle, je vais vous présenter à quelle humanité j'appartiens. Antes de empezar, para que sepan desde qué lugar estoy hablando, les voy a presentar un poquito la línea en la que me inscribo intelectualmente. Qui sont une science développée depuis assez récemment à la Sorbonne, qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication. Estoy dentro de un espacio, digamos, que está definido desde hace no tanto tiempo, que es las ciencias de la información y la comunicación en la Sorbonne. Donc, ça a été créé comme domaine scientifique en 1972 Se creó como campo científico en 1972 et ça réunit des chercheurs qui viennent des différentes humanités, y esto reunió científicos que venían de distintas ciencias humanas, comme la como littérature, la literatura, l'anthropologie, la antropología, la sociologie la sociología et enfin tout ce qui touche à aujourd'hui l'informatique. y todo lo relativo hoy a la informática. C'est une discipline qui a une assise interdisciplinaire et ça c'est important Es que una je le rappelle. disciplina que tiene una base interdisciplinaria, es importante que sepamos eso. Parce que la question auquel s'interrogent les sciences de l'information et de la communication, c'est tout ce qui touche aux logiques d'information et de la communication. Porque estas ciencias de la información y la comunicación se interrogan Tout ce qui touche à l'information et todo la relativo communication, a lo que tiene que ver con la información, las lógicas de la información y la comunicación. dans ses dimensions symboliques, En esta dimensión simbólica, politiques de sus dimensiones simbólicas, políticas, Económica. económicas, culturales, et culturelles. Et que ça touche les individus, les organisations y también les involucra communautés d'individus. individuos, instituciones o comunidades. Donc là, je vous ai mis les grands domaines développés par les sciences de l'information et de la communication, et en rouge, celui où je m'inscris. Los grandes campos que tocan las ciencias de la información y la comunicación, y en rojo los campos dentro de los cuales yo me inscribo, Qui s'intéressent davantage aux médias, que se interesan sobre todo por los medios de comunicación, à la fois les médias comme instance de production los médiatique medios como instancias de producción mediática et au public des médias. y al mismo tiempo el público de los medios. Dans le terme médias, on met aussi bien les médias traditionnels que les nouveaux médias, c'est-à-dire le numérique et les réseaux sociaux. De medios hablamos tanto de los medios tradicionales como de los nuevos medios digitales o las redes. Dans mes travaux collectifs récemment, En mis recientes trabajos colectivos j'ai travaillé avec deux instituts océanographiques, trabajé con dos institutos oceanográficos, l'Institut océanographique de Sorbonne Université el de Sorbona Universidad et l'Institut océanographique de l'Université de y Aix-Marseille, el Instituto Oceanográfico de Marsella Aix-en-Provence, Aix-Marseille, où la problématique était celle que vous avez évoquée, donde la problemática era la que acaban de mencionar, comment accompagner les scientifiques dans la vulgarisation scientifique. cómo acompañar a los científicos en la divulgación científica. Le projet s'appelait Les Français et la mer. El proyecto se llamó Los franceses y el mar. C'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est pour aussi vous dire d'où je parle et pourquoi ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec vous aujourd'hui, public scientifique. No es esto de lo que voy a hablar hoy, pero les cuento para que sepan de dónde vengo, qué vengo haciendo y por qué me interesa también intercambiar con público de otras ciencias. Donc là, je vais vous faire un petit point juste un peu théorique et ensuite je vais rentrer avec des cas très concrets. Hago una pequeña presentación teórica y después vamos a casos bien concretos. Perdón. Donc
Je viens de ce qu'on appelle les sciences du langage Vengo de las ciencias del lenguaje, et ma spécialisation c'est sur le langage visuel con una especialización en lenguaje visual, qu'on appelle la que sémiologie. se llama la semiología. Et la sémiologie dans laquelle je m'inscris, Y dentro de la semiología me inscribo dentro de c'est la sémiologie critique la semiología crítica et politique y política, qui s'appelle la sémioplastie. que se llama la semioplastia. Alors qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa? La sémioplastie, ça veut dire essayer de comprendre les hégémonies médiatiques La semioplastia significa tratar de entender las hegemonías mediáticas dans la manipulation rhétorique en la manipulación, dentro de eso la manipulación retórica qu'elles peuvent faire que pueden hacer pour faire adhérer un système idéologique à un système de croyance para hacer adherir a la gente a un sistema ideológico, un sistema de creencias dominant dominante et qui évacue parfois la possibilité du débat. y que a veces deja de lado, evacúa o anula la posibilidad de debate. Et pour cela, ils vont se reposer sur un certain nombre je vais peut-être le dire simplement, de messages Para eso pueden apoyarse de alguna manera en una cantidad de Simplifié. mensajes simplificados qui convoquent des stéréotypes, que convocan, que hacen uso de estereotipos plus de l'affect que de l'argumentation, con más cuestiones afectivas que argumentos, parce que en effet de persuasion, porque como efecto de persuasión c'est beaucoup plus efficace sur les publics, eso es mucho más eficiente sobre el público. pour faire adhérer à un message et donc à Para une idéologie. adhesión a un mensaje. Même si cette idéologie n'est pas vraie et qu'elle repose sur du mensonge. Y hacer que la gente adhiera a esa ideología, aunque la ideología no sea cierta, no sea verdadera y esté basada en una mentira. À partir du moment où elle devient partagée de manière majoritaire, Desde el momento en que se la comparte de manera mayoritaria, c'est ce qu'on appelle une doxa. es lo que llamamos una doxa. C'est bon? Est-ce ok? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Donc, doxa et hégémonie, Doxa y hegemonía. voilà un petit peu la problématique et essayer de comprendre comment le climato-scepticisme Esta es un poco la problemática y tratar de entender también cómo el climato-escepticismo, el escepticismo climático, puede convertirse peut devenir une domination culturelle de la classe dirigeante en una dominación cultural de la clase dirigente, en mettant en cause les discours scientifiques, cuestionando el discurso científico, les discours de relais que sont les journalistes scientifiques, el discurso de relevo, digamos, que hacen la mediación que hacen los periodistas científicos et les relais que sont par exemple les enseignants de la primaire à l'université. y también la transmisión que hacen los docentes desde la primaria hasta la universidad. Todo eso puede ser cuestionado. Derrière une doxa, Detrás de una doxa il y a toujours un esprit d'imposition siempre hay un espíritu de imposición, de imponer algo, et de coercition autour d'une idée qui doit coercición, dominer et faire adhérer un système de croyance derrière cette idée. y para hacer pasar una idea y lograr adhesión en torno a ese sistema de creencias que reside en esa ideología. Et les stéréotypes sont extrêmement efficaces et Los souvent très convoqués. estereotipos funcionan perfectamente para esto y se los usa muchísimo. Donc, j'ai redonné une définition du stéréotype. Entonces voy a dar una definición de estereotipo. Le stéréotype, il est efficace parce qu'il circule beaucoup et qu'il se répète. Es eficaz porque circula mucho y se repite. Du coup, il devient naturel et on ne le remet plus en question. Se lo naturaliza y no se lo cuestiona más. Et la question de la vérité avec le stéréotype n'est plus posée. Y se deja de plantear la pregunta sobre la verdad del estereotipo. Ya no se cuestiona más. C'est ce qu'on appelle dans le sens populaire le sens commun, le Es bon lo que sens. en sentido popular se termina diciendo que es algo de sentido común. Se convierte en sentido común. Et souvent, les politiques
Y a menudo los políticos, je vais parler de Trump plus que de Milei que je le connais hablo moins, de Trump más que de Milei, el que conozco menos, convoquent beaucoup le soi-disant sens commun du peuple convocan este sentido común del pueblo, ¿no? Como contre les discours scientifiques contra los discursos científicos, en convoquant un certain nombre de stéréotypes, justement. recurriendo a una cantidad de estereotipos, precisamente. Les stéréotypes de Trump, par exemple, sur la figure de Por l'étranger, ejemplo, sobre la figura del extranjero, qui prend le travail, que es el señor que le saca el trabajo, qui est dangereux, agressif, etc. que es agresivo, peligroso, etc. Pour justifier une politique contre l'immigration. Eso para justificar una política inmigratoria. C'est un exemple parmi plein d'autres. Ese es un ejemplo entre muchísimos otros. Et l'ennemi du sens commun, El enemigo del sentido común c'est le travail légitime de es l'intellectuel, el trabajo legítimo del intelectual, qui est justement le journaliste avec le travail d'investigation, justamente el periodista que hace trabajo de investigación, de vérification des que faits, verifica los hechos, et des scientifiques qui ont des méthodes los extrêmement très científicos strictes, tienen métodos muy estrictos, objectives, objetivos, qui reposent sur des faits. basados en hechos. Et tous ceux qui relaient ces discours, évidemment. Y todos los que van transmitiendo después estos discursos, por supuesto. Donc, selon Roland Barthes, Entonces, según Roland Barthes, le sens commun devient d'autant plus dangereux que quand il devient une parole qui circule énormément. el sentido común se vuelve peligroso y más que nada cuando cada vez más a medida que va circulando, cuando circula mayoritariamente, Parce que la doxa, l'idéologie porque la doxa, la ideología qu'il cherche à faire pénétrer dans l'espace public que busca hacer penetrar en el espacio público devient une parole quotidienne se convierte en palabra cotidiana, en discurso cotidiano, et donc devient y naturalisée, entonces se naturaliza, comme ce qu'on appelle un allant de soi, on ne le remet plus en question. como un sobreentendido, algo que ya no se cuestiona, algo que se da por hecho. Et c'est là où il parle du mythe est une parole. Le mythe est simple, immédiat, évident, clair. Il est Y ahí es déguisé. donde Barthes habla de que el mito es una palabra, que el mito es simple, inmediato, evidente y claro. Y que el mito está disfrazado. Et le nombre suit le mythe, le nombre, la masse des La gens. masa, la mayoría, las masas siguen el mito. Grâce aux masses médias et ceux qui détiennent les masses médias Gracias a los medios masivos de comunicación y a sus dueños, a los que los manejan, et qui ont intérêt à ce que cette idéologie circule. y que quieren que esas ideologías circulen. Le sens commun contre le langage scientifique, c'est ce que dit Barthes. El sentido común contra el lenguaje científico, dice Barthes. On a tous des représentants du sens commun dans tous les pays du monde aujourd'hui Todos tenemos hoy en todos los países del mundo representantes del sentido común qui font la guerre contre que l'intelligence. están en guerra contra la inteligencia. Parce que l'intelligence, c'est un contre-pouvoir. Porque la inteligencia es un contrapoder. Et le discours scientifique Y participe à el cette discurso intelligence científico forma parte de esa inteligencia autour des faits de la transition écologique. alrededor de los hechos de la transición ecológica, de lo que respecta a la transición ecológica. Alors là, j'ai mis un extrait un peu long, Entonces, aquí puse un fragmento un poquito largo. mais voilà ce que dit Barthes, et ça, il le dit dès les années 70, Barthes, y ya lo decía en los años 70, parce que lui, à l'époque, ce qu'il essayait de dénoncer, c'est le sens commun autour des bienfaits de la colonisation. él denunciaba un poco las ideas de sentido común en torno al discurso sobre los beneficios de la colonización Et de ce qu'on appelait plus tard le soft power, c'est-à-dire l'arrivée en masse en Europe y lo que avec la más tarde reconstruction se llamó el soft de la power, société de consommation. que es la llegada en Europa de la sociedad de consumo, ¿no? Instalación en Europa de la sociedad de consumo. Et déjà à l'époque, ce qu'il voulait En dénoncer, esa época ya él denunciaba et je le cite, c'est la tentative de mise au pas des intellectuels. el intento de alineamiento, de ponerle orden a los intelectuales, de ponerle límite. Sachant que dans les discours complotistes, par exemple, A sabiendas de que en los discursos complotistas, por ejemplo, toute la rhétorique de démonstration et d'argumentation toda la des retórica de scientifiques demostración y de argumentación de los científicos est de plus en plus convoquée pour convaincre, es utilizada cada vez más para convencer, mais elle repose sur des faits
faux ou transformés. pero basada en hechos falsos o transformados. ¿Sí? Se D'où- usa el discurso científico, pero de manera D'où la transformada. falsification et la fake news. Entonces, de ahí nace la falsificación y la fake news. Je terminerai avec Hannah Arendt Termina con Hannah Arendt, qui met en garde contre les origines du totalitarisme nos previene et sobre la los prudence orígenes del totalitarismo, y la vulnerabilité la vulnerabilidad des démocraties face de las à cette democracias menace, frente a esa amenaza del totalitarismo, en disant que les représentants des systèmes diciendo totalitaires, que los representantes de los sistemas totalitarios, les porte-voix, los portavoces, ont une idée simple, los voceros de estos sistemas totalitarios tienen una idea muy simple: tout est possible. todo es posible. C'est-à-dire qu'on peut tout dire et tant que ça passe, on continue. Podemos decir cualquier cosa y si pasa, seguimos adelante. Peu importe la vérité, si le système de croyance et les masses adhèrent, on continue. No importa si es cierto, si es verdadero o no, si las masas adhieren y el sistema de creencias lo deja pasar, seguimos adelante. Et elle dit que les deux modes de résistance face à ce tout est possible, Ella dice que los dos modos de resistencia frente a esa idea de que todo es posible, todo puede ser. et moi je pense l'avoir vu ce tout est possible avec Milei il y a 2 jours et son show. Creo que lo vi, ese todo es posible cuando vi el concierto de Milei el otro día. C'est la première, elle est politique, La primera forma de resistencia sería política, soutenir les institutions apoyar las juridiques, instituciones jurídicas, et elle est intellectuelle aussi, y anti-intelectual también, soutenir les contre-pouvoirs que sont les universités, apoyar los contrapoderes como las la universidades, diversité des médias, la diversidad de los medios, la liberté la d'expression. libertad de expresión. Voilà. Je passe maintenant Ahora paso à des cas très concrets. a los casos concretos. Alors, le premier cas que je voulais vous Lo présenter, primero que quería mostrarles es c'est un travail que ma doctorante fait un trabajo que hizo una doctoranda mía autour de l'émergence d'un terme en torno al surgimiento de un término, de una palabra, sur l'espace médiatique en en el France, espacio mediático francés, du terme el éco-anxiété. término de la ecoansiedad. Son objectif, El objetivo de esta investigación c'est d'essayer de comprendre si derrière ce terme, tratar de entender si detrás de esta palabra il y a justement une doxa, hay justamente una doxa, une idéologie una dominante, ideología dominante, pour décrédibiliser para desacreditar une parole un discurso, una palabra d'alerte sur la transition de alerta écologique sobre la transición ecológica y el cambio climático, en accolant en termes éco-responsables, faisant uniendo el término de ecorresponsabilidad, écologie et anxiété, comme si être éco-responsable était une maladie anxieuse. como si ser ecorresponsable fuera una enfermedad que nos convierte como en ecoansiosos. Donc désigner des individus comme éco-anxieux, Designar a personas diciendo que son ecoansiosos, que sufren de esta patología de ecoansiedad, c'est déporter le problème sur un problème de santé mentale, es como derivar el problema hacia el ámbito de la salud mental, donc individuel, individual, en oubliant le collectif olvidando, dejando de lado lo colectivo, et en décrédibilisant ceux qui portent cette parole y desacreditando a quienes hablan de esta autour de temática l'écologie. en torno a la ecología. Ça, c'était l'interrogation de départ Esa era la pregunta de partida. et il s'avère trabajo, qu'elle a validé cette hypothèse. y pudo convalidar esta hipótesis. Donc, elle a travaillé sur un corpus de presse. Trabajó sobre un corpus de prensa. Elle a travaillé, le terme est apparu la première fois en 2008, pardon, Esta palabra apareció en 2008 por et primera elle a vez. commencé à faire sa thèse en 2023. Y ella empezó a hacer su tesis en el 2023. Donc, elle a recueilli son corpus de presse sur l'année du 1er octobre 2008 à l'apparition du terme jusqu'en novembre 2023. Así que el corpus que conformó para su tesis va de octubre del 2008 hasta el 2023, noviembre del 23. Donc l'entrée dans le corpus de presse était simple, La entrada por el corpus de prensa era sencilla. c'est comme un hashtag
éco-anxiété quand ça apparaît. un hashtag ecoansiedad para ver cuándo aparece. Ensuite, elle a fait une catégorisation sémantique, Después hizo una categorización semántica ou si vous préférez synonymique, o de sinónimos, auquel était accolé le terme éco-anxiété, como de sinónimos y de ver alrededor del término de ecoansiedad, pour comprendre qui est désigné comme anxieux et l'argumentation rhétorique qu'il y avait derrière. a quién se llamaba ecoansioso y qué argumentación teórica había detrás de esto. Ça, c'est un exemple d'extrait de son corpus de presse, Un fragmento de avec en jaune où apparaît le terme à chaque fois. donde ven en amarillo que va apareciendo el término. Donc, il y a un corpus Hay quantitatif un corpus cuantitativo de traitement médiatique qu'elle a fait par un logiciel, como los medios tratan esto, lo hizo con un programa, par l'entrée et la répartition en champs sémantiques. haciendo entrada y distribución en campos semánticos. Et ensuite, elle a extrait 52 articles de ce corpus total 52 artículos de ese corpus total qui étaient représentatifs, que eran representativos selon elle, du discours dominant autour de l'éco-anxiété. representativos del discurso dominante en torno a este tema de la ecoansiedad. Donc, il y a deux méthodologies quantitatives et après un zoom sur un corpus représentatif. Tiene dos metodologías quanti y un zoom sobre un corpus cualitativo, un zoom cualitativo sobre un corpus. Donc, je vais vous montrer les résultats Voy a mostrarles los resultados de l'analyse quantitative. del análisis cuantitativo. Elle a travaillé sur la presse régionale et nationale, Trabajó évidemment. sobre la prensa regional y Et nacional. là, c'est les données statistiques qui sont ressorties. Estadísticos que salieron. Quels étaient les journaux qui parlaient le ¿Cuáles plus eran los et diarios relayaient le que plus más ce hablaban terme d'éco-anxiété? y donde más aparecía el término de la ecoansiedad? Dans quel contexte? ¿En qué contexto À quel moment? y en qué momento? Également, donc ça c'est aussi un visuel qu'elle a Esto también développé, es un gráfico que desarrolló sur la période de 2023 sobre el periodo 2023 pour essayer de voir si les journaux qui véhiculaient le plus ce terme para tratar de ver si los periódicos que tomaban más este término, donde más aparecía, étaient des journaux d'opinion eran periódicos de opinión qui étaient en faveur du gouvernement. que estaban a favor del gobierno. Et il s'avère que oui. Y sí, así fue. Ensuite, ce qu'elle a regardé sur 2023, Luego sobre el 2023 ella miró también c'est la différence entre la presse nationale et la presse régionale. la diferencia entre la prensa nacional y la prensa regional. Et elle a fait aussi ce type de graphique. Donc je También passe. ese tipo de gráfico, lo voy pasando. Elle a fait aussi des graphiques pour voir quand est-ce que les moments de pic sur la logique temporelle También busco los momentos de Où pico, était le la plus lógica temporal, actionner le terme donde más se éco-anxiété accionaba este término de ecoansiedad pour faire le lien avec les événements para poder politiques, tratar de ponerlo en vínculo con los acontecimientos políticos del momento, c'est-à-dire ce qu'on appelle le calendrier y politique, el calendario político, s'il y avait une élection ou pas, par a ver si exemple, había o no una mais relación, aussi le entre calendrier estos momentos. autour de la COP. Y también con respecto al calendario de la COP. Et on voit par exemple qu'en 2019, il y a eu un pic d'action d'éco-anxiété au moment de la menciones COP. de ecoansiedad en el momento de la COP, de la conferencia de las partes, ¿no? Donc je passe. Ensuite, elle a fait le lien entre quand est-ce que le terme éco-anxiété, là c'est un tri croisé, Ahí hizo como una selección était cruzada associé para ver au terme santé mentale. cuándo el término ecoansiedad estaba asociado al término salud mental. Et on voit qu'il est quand même Y vemos assez que souvent associé avec également des moments pics quand il y a un calendrier politique important. con bastante frecuencia está asociado y con picos también en los momentos políticos. Par exemple, pendant la pandémie Por ejemplo, durante la pandemia, et la sortie de la pandémie où l'éco-anxiété est remontée. a la salida de la pandemia donde sube el uso de Parce qu'on sait que les résultats de la pandémie, un des résultats positifs, c'est la diminution de la pollution. que uno de los resultados positivos de la pandemia fue la disminución de la contaminación.
Autre graphique associé à la santé mentale. Otro gráfico asociado a la salud mental. Et quels étaient les professionnels qui étaient convoqués comme experts pour dire que l'éco-anxiété était effectivement un mal mental. Para ver quiénes eran los científicos convocados para convalidar que la ecoansiedad era un problema de salud mental. Comme des psychiatres ou des Como psychologues. psiquiatras o psicólogos. Et enfin, quand est-ce que le terme, à quelle population le terme anxiété a été accolé? ¿A qué población se asociaba más particularmente el término de la ecoansiedad? Et il s'avère que c'est souvent associé aux jeunes ou à la Está jeunesse muy a menudo asociado a los jóvenes, a la juventud, qui sont le plus politisés, que es la franja etaria más politizada con respecto a este tema et qui dénoncent l'inaction y du la gouvernement que más denuncia la inacción del gobierno sur ces questions. sobre estos temas. Et donc, au lieu de reconnaître une parole argumentée, politisée, En lugar de reconocer que hay una palabra con argumentos y politizada por parte de estos jóvenes, on les étiquette comme souffrant d'une maladie mentale. etiqueta como que están sufriendo de una enfermedad mental que es esta ecoansiedad. Du coup, ça décrédibilise le discours. Eso desacredita el discurso. C'est pas très drôle. No es muy divertido lo que estoy contando. Donc voilà, ça c'est les champs rhétoriques dominants. Évidemment, Este es on el passe campo du champ retórico argumentatif, dominante y pasamos del campo argumentativo, por supuesto, de l'éveil sur la nécessité de la transition écologique, de una toma de conciencia sobre la necesidad de la transición ecológica, au champ émotionnel al campo emocional lié au champ de la maladie mentale. ligado a la enfermedad mental. Et donc là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Esto vuelve a lo que les decía antes. L'émotion, la simplification La emoción, la simplificación, étant un des ressorts rhétoriques es uno de los resortes, de los recursos pour construire une doxa. para construir las doxas. Et du coup, ici, on est juste sur, en France, le fait que le gouvernement français est taxé comme inactif, En Francia mais estamos ça peut sobre el basculer hecho de que el gobierno francés se lo tilda de inactivo, pero eso dans d'autres paroles politiques ou d'autres nations sur puede ir en otras l'écoscepticisme. naciones. Pardon, Écoscepticisme. sobre puede aparecer en otros países como el ecoescepticismo, ¿no? La bascule entre dénoncer une inaction et justifier une inaction par l'écoscepticisme peut arriver très vite. El cambio entre denunciar la inacción y pasar Justifier a par justificar l'écoscepticisme a través del ecoscepticismo que no se hace nada puede hacerse rápidamente. ce qui n'est pas le cas en France, heureusement. Por suerte en Francia no está pasando eso. Il y a de l'inaction, mais pas de Hay l'écoscepticisme. inacción, pero no hay un ecoescepticismo predominante por ahora. Ça, c'est un exemple des associations Un ejemplo de las entre asociaciones ecoanxiété entre ecoansiedad et l'imaginaire de la maladie y mentale el imaginario de la enfermedad mental. en vert, En burn-out, verde dépression, aparece burnout, qui sont les émotions depresión, les plus fortes, las emociones más fuertes. et ensuite en bleu des Y émotions en un peu azul tenemos emociones légères un comme poco panique, más inquiétude, tranquilas como pánico, inquietud, etc. etc. Donc voilà, d'autres exemples de corpus. Otros ejemplos del corpus. Et parfois aussi le registre Y a veces évidemment también de la maladie el mentale registro de la enfermedad mental en creux qui est celui de la folie. que aparece como sin decirlo, pero que vendría a ser como está ahí el tema de la locura. Donc ce discours médiatique dominant discurso autour de mediático l'éco-anxiété, predominante en torno a la le résultat ecoansiedad, de l'étude montre el resultado del estudio muestra qu'il vise principalement souvent un discours porté par la jeunesse que se dirige sobre todo a un discurso que proviene de la juventud, de los jóvenes, qui est, comme je le disais tout à l'heure, taxé de éco-anxieuse que se lo califica, como les decía antes, de eco-ansiosa, dans une réaction trop émotionnelle diciendo que tiene una reacción demasiado emocional, pour décrédibiliser une parole y esto et desacredita parfois des actions politiques su discurso, incluso su accionar político, qui dérangent, que molesta,
comme des actions liées à des associations qui vont faire des actions dans les musées, par exemple. Las acciones que hacen las asociaciones en los museos, por ejemplo, cuando intervienen en los museos y ahí, bueno, surgen estas... Sí, vieron alguna vez estas intervenciones sobre cuadros famosos en los museos que se pegan o que tiran algo de... Donc, l'étudiante aujourd'hui, entonces, esta estudiante hoy montre que finalement c'est une tentative de dépolitisation de la parole. Lo que sucede es que hay un intento de despolitización de la palabra, del discurso. Et elle est en train de regarder où cette parole a lieu, y está mirando ahora dónde comme elle ne peut pas être relayée par les médias officiels. Et elle est en train d'analyser tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les médias pure players, etc., où il y a des influenceurs qui émergent, etc., qui sont d'autres relais. Donde hay influencers que están emergiendo y que son otro tipo de transmisores. Voilà, et qui sont d'autres stratégies de résistance pour s'informer. Esto representa otras estrategias para informarse. Et on sait combien les jeunes sont habiles sur ces nouveaux médias. Y sabemos hasta qué punto los jóvenes son activos y están habidos en estos nuevos medios. Voilà, donc ça c'est des exemples avec des leaders d'opinion, influenceurs en France qui prennent la parole et qui ont beaucoup de vues sur TikTok, etc. Que son muy vistos en TikTok, etc. Et qui, quand ils ont beaucoup de vues, finissent par être invités dans les médias officiels. Y cuando tienen muchos vistos, bueno, y son muchos likes, son invitados a los medios oficiales, ¿no? A los medios de comunicación, a la televisión y otro. Être un peu plus rapide sur celle-ci. Un segundo estudio, voy a ir un poquito más rápido sobre este. Alors ça, c'est une étude que j'ai fait avec des étudiants de Master 2. Es un estudio que hicimos con estudiantes de Master 2. Qui veulent travailler dans les médias. Que quieren trabajar en los medios. Et on avait comme partenaire Arte. Y nos asociamos con la cadena, con el canal de televisión Arte. Qui est un média public. Que es es un canal de televisión público. Et qui a la problématique de comment parler dans ses programmes d'écologie. Y que se enfrenta con la problemática de cómo hablar de ecología en sus programas. Sans utiliser trop les gros sabots des stéréotypes. Sin usar demasiado los formatos consagrados de estereotipos, saliendo de los estereotipos. Donc ils nous ont demandé une étude sur un estudio la différence de représentation en fonction des générations. Sobre la diferencia de representaciones sobre el tema ecológico según las generaciones. Autour du terme écologie. Alrededor de esta palabra, la ecología. Et une autre sur les grands récits dominants, qui est la partie 4. Y otro estudio sobre las grandes imágenes dans les médias sur dominantes en los medios sobre la ecología. Donc la première étude, on est reparti des catégories d'audience. En el primer estudio partimos de las categorías de audiencia. Construites par la chaîne. Construidas por el canal mismo. Donc qui sont des catégories marketing et pas sociologiques. Son categorías de marketing, no sociológicas. De définition d'une génération. De definiciones de lo que es cada generación. Juste le contexte, il faut savoir qu'en France, les doy el contexto. Il y a des médias privés et des médias publics. Hay medios privados y medios públicos estatales. Donc Arte, c'est la troisième colonne. Arte es la tercera columna que ven ahí. Et il faut savoir que dans les médias publics, y en los medios estatales, il y a un souci de parler des problèmes écologiques. Hay una preocupación por hablar de los temas ecológicos. Et dans certains médias privés, comme celui de Vincent Bolloré. Y en algunos medios privados, como el de Vincent Bolloré, por ejemplo. Vincent Bolloré étant l'ancien Trump français. Bolloré es como el ex-Trump francés. Qui est dans le déni de la transition écologique. Que niega la transición ecológica. Et qui gagne en force parce qu'il rachète de plus en plus de médias. Y que va ganando fuerza porque cada vez compra más medios de comunicación. Et le média le plus controversé parce qu'il fait beaucoup d'audience. Y el más controversial con respecto a esto es CNews. CNews. Dont la signature est défendre la liberté d'expression. Cuya firma es defender su eslogan es defender la libertad de expresión.
Voilà, donc le média en lui-même mériterait une étude, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Bueno, habría que hacer un estudio sobre ese medio en particular, pero no es el objeto que nos reúne hoy. Donc sur Génération Écologie, Entonces, en generaciones de ecología, con respecto a la ecología, voici la méthodologie adoptée par les étudiants. La metodología que adoptaron los estudiantes, c'est de l'enquête. Fue una encuesta où il y a une enquête par questionnaire quantitative. Hay una encuesta cuantitativa con cuestionario croisée avec une enquête qualitative d'entretien. Con una investigación cualitativa con entrevistas. Donc vous voyez, dans la méthodologie, l'approche, en el método de enfoque, c'est toujours croiser le quanti avec le quali. Ven, siempre hacemos un cruce de lo quanti con lo quali. Le qualitatif servant à affiner les données du quantitatif. Lo quali nos sirve para afinar los datos del cuantitativo. Là, je présente les biais. Acá presento les problèmes, los problemos de l'enquête quantitative, qui n'est pas représentative, que no es representativa, parce que y a une majorité de femmes, porque hay una mayoría de mujeres, une majorité de jeunes qui ont répondu, y una mayoría de jóvenes que respondieron, et au niveau des classes socio-culturelles, c'était assez bien réparti. Y a nivel de clases sociales estaba bastante bien distribuida. Les entretiens qualitatifs, c'était des entretiens par génération. Las entrevistas cualitativas estaban hechas por generaciones en función de criterios de edad y del lugar geográfico de vivienda, de habitación, qui a été bien respecté, et du sexe. Y eso se respetó bien, y también de sexo, distribución por sexo. Donc la chaîne nous a donné 5 générations. El canal nos dio entonces 5 generaciones. Ce qu'on appelle la génération lo que Z llama ou la alpha. generación Z o alfa. Donc là, c'est des exemples des portraits Son types, des entretiens qualitatifs. Retratos típicos que hicimos a partir de las entrevistas cualitativas. Vous voyez, on a Adèle, 12 ans, Tenemos a Adela, qui que tiene vit 12 años, que vive à côté de Paris, a las afueras de París con sus et Colin, padres. qui vit, y Colin, que tiene 16. Qui vit aussi à côté de Paris, y mais que qui est scolarisé en los alrededores dans de París, de classe socioculturelle élevée. Il est à está Henri IV. escolarizado en el Liceo Enrique IV, que es como un colegio prestigioso, es como el Nacional Buenos Aires. Sí. Alors, à droite, ce sont des verbatims issus a la derecha hay verbatims, hay de l'enquête qualitative, que salen de la encuesta cualitativa, et à gauche les grands résultats issus de l'enquête los grandes quantitative, resultados que vienen de la encuesta cuantitativa, du questionnaire. Donc d'après l'étude, cette génération s'intéresse, se mobilise parfois, y a veces se moviliza, mais por la trouve ecología, que c'est difficile de l'appliquer au quotidien, notamment par rapport à leur jeune âge, parce que par exemple, c'est pas eux qui font les courses. Pero les parece difícil aplicar una conducta ecológica en su vida cotidiana, porque sobre todo como son chicos, dicen que bueno, no son ellos los que van a hacer las compras, por ejemplo. Donc c'est une génération qui est consciente, Entonces, concernée et sensibilisée. Que está sensibilizada, que es consciente. Et qui disent qu'effectivement, ils ressentent un sentiment d'anxiété. Y dicen que efectivamente se sienten cierta ansiedad, una ansiedad con respecto a este tema. Qui vient de leur incapacité à agir. Que viene de la incapacidad que tienen, de la imposibilidad de actuar. Ce sont ces mêmes jeunes qui après deviennent parfois éco-responsables et contactent des jóvenes son los que a veces quand ils commencent à agir justement parce qu'ils deviennent adultes. Empiezan a actuar más en la adolescencia más avanzada o la juventud. Donc il y a un intérêt très précoce par rapport à d'autres générations sur ces questions-là. Entonces, con respecto a otras generaciones hay un interés muy precoz por la política. Même si ça reste encore très confus des enjeux écologiques de fond. Aunque sigue siendo bastante confuso con respecto a cuáles son los desafíos ecológicos de fondo. Ce qui revenait beaucoup et qui est le plus connu de ces jeunes, c'est tout ce qui touche aux océans. Lo que aparecía más frecuentemente entre estos jóvenes es el tema de los océanos, la contaminación de los océanos y el calentamiento global. Calentamiento global. Et c'est sur les programmes, cette génération attend des formats courts. Y con respecto a los programas de televisión, esta generación quiere ver formatos cortos.
ou des logiques dans les discours des programmes qui reprend les codes des influenceurs. Lógicas en estos programas que retomen los códigos de los influencers. Deuxième génération, la segunda generación, la génération Z, qui est les jeunes majeurs, c'est à peu près un peu moins de 20 ans, c'est 15 les générations qui nous ont donné, c'est à peu près 15 ans. Donc là, c'est 18-35 ans. De 18 a 35 años, más o menos cada generación tiene unos 15 años cada una. Donc ça, c'est l'enquête Quali, des types de profils. En Quali, acá están los tipos de perfiles. Enquête Quanti. Y en la Quanti. Alors, c'est une génération pour qui l'écologie est une évidence. Es una generación para la que la ecología es algo evidente. Certains sont engagés. Algunos están comprometidos. Et l'engagement passe par différentes choses. Y este compromiso con el tema pasa por distintas cosas. Soit par des choix de vie. Puede ser por elecciones cotidianas de vida. Responsables sur Se des micro-choix. Responsables en microdecisiones cotidianas como être vigilant sur son bilan carbone. Ver el balance de carbono propio de le tri sélectif, etc. Hacer selección de desechos, de la basura. D'autres sont sensibilisés, mais n'ont pas des modes d'action Otros spécifiques. están sensibilizados al tema, pero no tienen modos de acción específicos. Et ils parlent à ce moment-là d'une dissonance cognitive. Y en ese momento, y en esos casos hablan de una disonancia cognitiva. Entre la conscience aiguë de qu'il y a un problème. Conciencia de que hay un verdadero problema. Et le fait et la volonté d'agir. Y la voluntad. La no voluntad de actuar, la voluntad de actuar que no siempre está presente. Notamment chez les jeunes précarisés qui n'ont pas cette possibilité parfois. Especialmente en jóvenes con menos recursos económicos que a veces no pueden, por ejemplo, hacer estas elecciones de consumo. C'est une génération qui croit en l'action politique. Es una generación que cree en la acción política, mais pas forcément émanant des politiques officielles. Pero no necesariamente la que emana de las políticas oficiales. Via les associations, par exemple. Más bien las asociaciones. Via les industries culturelles. Eso, creen que puede ir más a través de las ONG o de las industrias culturales. Via aussi évidemment tout ce qui est réseaux sociaux. Y también, por supuesto, a través de las redes sociales para sensibilizar sobre el tema. La génération des millénials. Los millennials. Donc là, c'est 10 ans qu'ils nous ont donné. Son 10 años. Avec 38, encore des 48, sociotypes. Con sociotipos. Antoine et Clémence. Bon, je passe vite, c'était juste pour vous montrer la méthode. Muy rápido era para mostrarles un poco el método que usamos. Donc il y a quelqu'un qui vit dans une petite ville de province et l'autre à Paris. Pequeña ciudad de provincia y otro en París. Une classe moyenne et l'autre CSP+. Clase media y el otro CSP+, bac plus 5. Bac plus 5, clase media alta. C'est une génération qui est paradoxale. Es una generación paradójica esta. Entre conscience écologique et consumérisme. Están entre la conciencia ecológica y el consumismo. Donc une génération qui a conscience des enjeux écologiques, mais qui n'a pas changé ses modes de consommation. Tiene conciencia de los desafíos ecológicos, pero que no cambió sus modos de consumo. Et qui assume parfois, y que a veces, même si c'est avec un peu de culpabilité, de continuer à surconsommer. Y asume a veces el hecho de que siguen sobreconsumiendo, consumiendo demasiado. Et qui n'est pas très engagé politiquement sur le sujet. No están muy involucrados políticamente con el tema. C'est une génération aussi un peu plus cynique et désenchantée. También es una generación un poco más cínica y desencantada. Qui a vu l'inaction politique récurrente. Que ya vivió inacciones políticas recurrentes. Et qui fait avec. Y que vive con eso. D'où le cynisme dont on parlait. De ahí el cinismo del que hablábamos el otro día. Dans les programmes, ce qu'ils attendent, c'est des formats documentaires. Mais ellos esperan de los programas más bien formatos documentales. Ce qu'ils appellent de l'infotainment, lo que llaman avec aussi des infotainment, c'est des information y entretenimiento, infotainment. Okay. Par exemple, pour moi, un docufiction, c'est le film qui a eu El Profesor dont on parlait. Hubo una película El Profesor. Le film argentin. La película argentina, Juan. Parce que. Juan. Non, c'est plutôt un docufiction. Docufiction. Parce que ça raconte des faits réels à travers une fiction. Es se pregunta si Juan es docuficción.
No, es ficción. Oh, d'accord. Bon. Donc cette génération Esta generación entonces dit que tout le monde devrait se sentir concerné. Dice que todo el mundo tendría que sentirse involucrado en esto. Et il trouve ça très bien qu'un média comme Arte commence à vouloir se saisir du problème dans ses programmes. Que un canal como Arte se ocupe de este tema en sus programas y empiece a preocuparse por cómo difundirlo. La dernière génération, la última generación, sont les baby boomers. Eux, ils ont conscience du problème. Ils sont un peu plus engagés dans leur quotidien sur cette question. Un poco más comprometidos en su vida cotidiana con el tema. Parce qu'ils disent qu'ils ont plus de temps disponible pour ça. Que tienen más tiempo disponible para ocuparse de Par exemple, pour mieux choisir leurs produits au supermarché. Por ejemplo, para elegir mejor los productos en el supermercado. Mais ça dépend aussi de la classe CSP. Pero también depende mucho de la clase On sait qu'il y a une précarisation des retraités. Sabemos que la precarización de los jubilados, aussi bien ici qu'en France tanto d'ailleurs, acá como en Francia, avec la réforme des retraites, etc. Con la reforma de las jubilaciones, etcétera, va cada vez. Et c'est une génération dont certains ont été précurseurs dès les années 70 de los que, en esta generación et qui n'ont jamais abandonné leurs vieilles habitudes. Del tema, de la temática ecológica en los años 70, pero bueno, es una minoría. Ceux qu'on appelait les hippies. Lo que llamaban los hippies en esa época. Voilà. Et donc eux, ils se trouvent ça, ils veulent surtout des fictions, des documentaires. Ils trouvent que les médias ne sont pas assez impliqués. Ça, c'est un résumé de tout ce que je vais dire, donc je passe. Mais ce qui revient, c'est que chaque génération attend plus de contenu dans les médias, más contenido en los medios, que ce soit les médias traditionnels ou numériques, los medios tradicionales o los digitales. Et quand il y a le format, je dirais, documentaire, c'est là où la parole des scientifiques ou même les formats courts sur les réseaux sociaux doit s'en saisir pour prendre la parole. Parce qu'il y a une attente des publics. La palabra, el discurso de los científicos, de mieux comprendre, d'être éduqué. Porque hay una necesidad de entender mejor y de ser educado en esta temática. C'est ce que montre l'étude. Eso es lo que muestra el estudio. Donc ça c'est un deuxième groupe qui a travaillé aussi pour le média Arte. Grupo que también trabajó con Arte, con el canal Arte. Sur les médias et ceux qui diffusaient ou développaient des fictions autour de la transition écologique. Los medios que difundían ou en rapport avec l'écologie. ¿De ficción? ¿Qué de ficción? Oui. Que difundían películas o series de ficción alrededor de temas ecológicos. De la transition écologique. Là, c'est un usage majoritaire des plateformes aujourd'hui. Bon, este es el uso mayoritario de las plataformas hoy. Netflix es la más vista. Et sachant qu'aujourd'hui, tous les médias français ont une plateforme. Y todos los medios franceses tienen hoy una plataforma propia. Et donc, on voit que Arte, vemos que Arte, por ejemplo, dans les contenus en los contenidos de fiction qu'il propose sur l'écologie, sobre ecología, et loin devant, par exemple, France Télévisions. Está mucho más arriba que Francia Televisión, por ejemplo. Enfin, loin, un peu plus, pas tellement loin, mais plus devant. Sí, pardon. Está adelante, está bien, no tan lejos, pero. Qui sont deux médias publics. Son dos medios estatales, Arte y France TV. Et l'absence de certains médias privés. Y la ausencia de algunos medios privados también, ¿no? MyTF1 étant un média privé. MyTF1 es un medio privado. Les pratiques télévisuelles favorisent tout âge, toute catégorie confondue. Là, c'est pareil, ils ont fait un questionnaire, excusez-moi les étudiants, quantitatif. C'est pour être sensibilisé par l'écologie, c'est les films. Le journal, les documentaires, les séries, les magazines, émissions de variété, télé-réalité et enfin jeux télévisés. Los reality shows y por último los juegos televisados. Et les contenus qui regardent le plus y los contenidos sur más les plateformes vistos ou dans en les las médias, plataformas, c'est avant tout du divertissement. Primero es entretenimiento, ensuite de l'actualité, actualidad, de la culture, cultura, du deporte, sport et l'environnement. Y el medio ambiente viene después. Plus loin. Contenu, c'est-à-dire ceux qui regardent par exemple des documentaires, contenidos es por ejemplo las personas que miran documentales, ¿no? Développement personnel, etc.
después tenemos desarrollo personal y otros. Alors, la représentation de l'écologie dans les médias d'après l'étude, c'est souvent pour dénoncer la surconsommation. Pasa a menudo por denunciar el exceso de consumo. Donc, dans les fictions, ce qui revient, c'est sensibiliser sur mieux consommer et moins. Sobre mejorar el tipo de consumo y consumir menos. Ensuite, c'est les conséquences de la consommation sur la société. Las consecuencias del consumo sobre la sociedad. Comme par exemple la pollution. Como por ejemplo la contaminación. Ou l'émergence de maladies liées à la pollution. Ligadas a la contaminación. Et enfin, tout ce qui concerne la nature et la biodiversité, comme le réchauffement climatique, la fonte des glaces, etc. El derretimiento de los et les conséquences de los glaciares, sur, par exemple, les fonds marins, sobre los fondos marinos, les migrations de populations d'animaux, etc. de poblaciones de animales, etc. Alors, les fictions qui ont été étudiées sont celles-ci. Las ficciones que se estudiaron fueron estas. Et ce qui montre, c'est que en majorité, lo que vemos les séries, mayoritariamente, ou films ou fictions, que sean series, películas, utilisent la science-fiction, utilizan la ciencia ficción, ou les films d'anticipation qu'on appelle dystopiques, ficciones distópicas, pour sensibiliser sur les enjeux écologiques. Sobre los retos, sobre los desafíos ecológicos. Comme si c'était demain alors que c'est déjà là. Como si fuera algo que va a pasar en el futuro, cuando en realidad es algo que ya está pasando. Ensuite, c'est les thrillers où souvent il y a un combat de gens éveillés, concernés par le sujet contre le grand capitalisme. Generalmente hay un grupúsculo de gente iluminada luchando contra le grand capitalisme et les groupes industriels où il y a des scandales écologiques. Donc soit ces fictions parlent de faits réels, avérés, qui ont eu lieu, estas ficciones hablan de hechos reales que tuvieron lugar o inventan historias. Et ensuite, des comédies. Don't Look Up ayant été classé dans la comédie, mais moi je trouve que c'est avant tout un film d'anticipation. De la comedia, pero yo lo pondría más del lado de las distopías. Qui utilise le registre de la comédie. Utiliza el registro de la comedia. Ça va, pas trop fatigué? Non, ça va, ça va. Ils ont aussi regardé des films comme c'était la catégorie dominante, dentro de la categoría dominante, ou des séries de films très connues depuis les années 2000 dans les fictions dystopiques. Avatar, Hunger Games, Laberinto y Divergente. Là, ils ont fait ce qu'on appelle des analyses de l'image par la sémiologie de ces corpus filmiques. Des analyses d'image par la sémiologie. Hicieron el análisis semiológico de las imágenes de estas películas. Pour essayer de comprendre le succès de ces séries tratar de entender el éxito et les ressorts narratifs pour sensibiliser sur l'écologie. Narrativos que usan para sensibilizar sobre el tema de la ecología. Voilà, alors ça c'est une des choses qui peut être dit, c'est la convocation dans les fictions d'un héros inspirant, engagé, par exemple, un leader qui veut changer le monde, qui appartient à une minorité et qui veut faire entendre sa voix. Aussi sur les récits souvent post-apocalyptiques, también en los relatos post-apocalípticos, qui vont convoquer des imaginaires de la catastrophe, muestran imágenes de fin du monde, imágenes imaginarias de la catástrofe del fin del mundo, ou de sociétés totalitaires. Sociedades totalitarias. Et les différentes représentations du climat sont souvent liées a des sociétés totalitaires. Diferentes representaciones del clima suelen estar como ligadas a sociedades totalitarias. Avec des réchauffements extrêmes ou des refroidissements extrêmes. Et enfin, le changement climatique et pas souvent le propos seul, il est lié à d'autres menaces. Que generalmente no va como tema único, sino que está asociado a otras amenazas. Comme la société de surveillance, como una sociedad del control, la société de contrôle où le mensonge devient la parole majoritaire. Donde la mentira se vuelve discurso mayoritario.
Dans les registres des séries télévisuelles, dentro de las series de televisión, elles sont beaucoup inspirées de ces grandes séries cinématographiques et reprennent les mêmes ressorts. Estas mismas series de películas del comme cine, ils ont étudié ça, comme Snowpiercer, toman lo mismo, The como por Commons ejemplo ou Last Night. Snowpiercer, El Expreso del Miedo, o The Commons, que se llamó La Última Esperanza. Voilà, donc ça c'est des exemples de ce qu'ils ont analysé. Je vais peut-être passer parce que c'est des choses que j'ai dit déjà. Ir un poquito ahí más. Hay cosas que ya dije sobre esto. Et peut-être de ce slide, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces séries, dans leur narration, interesante decir que muchas de estas series en su narración vont chercher des vraies données scientifiques verdaderos datos científicos pour appuyer para basar sobre eso leur récit. Su relato. Donc en amont, il y a un vrai travail documentaire et parfois d'intervenants scientifiques qui aident le travail de fictionnalisation. Voilà, donc ça redit un peu tout ce que j'ai dit, donc je vais passer ce slide, c'est un résumé. Sí, bueno, en esta conclusión está lo que acabo de decir. Et ce slide dit que ceux qui sont particulièrement friands de ces genres de vie, los que más consumen este tipo de les adolescents de productos son los adolescentes. Ce sont des films qu'on appelle les teen movies. Películas que se llaman teen movies. Le problème qu'a souligné l'étude de ces discours el problema que destacó el estudio sobre esos discursos catastróficos, dystopiques y distópicos, de choc cognitif, c'est de ramener à demain comme un monde possible alors que le problème est por un actuel. Lado, como decía antes, hablan de un futuro, de un mañana, cuando en realidad la problemática es actual. Et de le décoller de la problématique du quotidien des gens. Despegarlo de la problemática cotidiana de las personas. Du coup, ça reste trop conceptuel. Entonces, termina siendo algo muy conceptual. Pour amener à l'action. Como para llevar et a ça la devient acción. Trop anxiogène. Y genera ansiedad, efectivamente. Donc, ce qu'il proposait, c'est de proposer des scénarios plus positifs, moins catastrophiques. Es que haya guiones más positivos, menos catastróficos. Mettant en scène. Que pongan en escena. Par exemple, des familles qui naturellement sont éco-responsables dans leur quotidien. Familias que naturalmente son ecoresponsables en su vida cotidiana. Et où le sujet de la narration n'est pas ces gestes du quotidien, mais autre chose, comme si ces gestes du quotidien allaient de soi. Sino que ese gesto cotidiano ya se vea como algo naturalizado, asimilado en los protagonistas. Donc faire comme faisait la société de consommation où on voyait tout le temps Entonces hacer como se hizo con la sociedad dans de les fictions américaines, las ficciones norteamericanas veíamos les héros que el protagonista manger de la malbouffe. Et bien là, il faut qu'on voit les héros être éco-responsables de manière naturelle. Que ver al protagonista siendo eco-responsable, ¿no? Voilà, c'est un peu l'idée. Un poco la idea. Et pour ça, il faut que la fiction s'inspire de faits réels de la vie des quotidiens des gens. Es necesario que la ficción se inspire de la vida cotidiana real de las personas. Et pour eux, les nouveaux formats dystopiques qui marchent, c'est ceux qui ont nuevos formatos distópicos que funcionan. Qui utilisent par exemple comme Don't Look Up, le registre comédie, Don't Look Up, un poco parce de que c'est moins anxiogène. Porque eso permite como même si le message de fond est a pesar de que el mensaje de fondo es fuerte, parce que c'est à la fois la société de surveillance, la société du divertissement. En Don't Look Up está la sociedad del entretenimiento, la del control, et le déni de la transition écologique. La negación de la transición ecológica par les politiques et les GAFAM. Por los políticos y GAFAM. GAFAM, Musk. Elon Musk, Elon GAFAM. Musk, les GAFAM, pardon. Dans les autres préconisations, il disait faire davantage de formats courts et mettre l'écologie qui n'est pas assez présente dans les jeux vidéo. Formatos cortos y tener mayor presencia del tema ecológico pour sensibiliser les jeunes notamment. En los juegos de video para poder sensibilizar a los jóvenes. Donc
Par exemple, c'est exactement le même ressort que pour les fictions. Lo mismo que se decía para las dans les décors, etc., les personnages, on doit rendre les gestes éco-responsables comme allant de soi. Que haya gestos eco-responsables que estén ahí presentes, sin que sean el tema principal. Et ensuite, l'utilisation de paroles, pas forcément d'experts, mais de figures influentes. El uso de la palabra no necesariamente de expertos, sino de personas que tengan influencia. Les récits pipolisés avec des ambassadeurs sur ces questions. Pipolizados, con embajadores que hablen del tema. Mais que ces discours soient accompagnés de partenariats avec des vrais scientifiques. Pero que esos discursos estén acompañados, asociados a verdaderos a asesorías científicas. Pour éviter le greenwashing ou la récupération. Evitar el greenwashing o la recuperación de estos discursos. Et enfin, y por último, il suffit pas de parler d'écologie pour les médias, il faut que les médias soient eux-mêmes éco-responsables dans leurs pratiques. No se trata solo de que los medios hablen de ecología, sino de que sean eco-responsables en sus prácticas. Et il y a des labels qui commencent à être algunas productoras créés. Par exemple, il y a un label qui a été créé par le CNC dans le milieu du cinéma. Algunas certificaciones en el ámbito del cine se creó una certificación qui aide à avoir des réductions d'impôts pour les producteurs qui sont éco-responsables sur les tournages. Ça veut dire, au lieu de prévoir quelque chose de très bête, une voiture par acteur, on prévoit un bus. En lugar de llevar un coche para cada actor para el día de rodaje, que llevan on a des poubelles de tri avec la régie sur les tournages. Pardon. La régie, on a des poubelles de tri sur le tournage. Sí, también que se seleccione la basura durante los Et on rodajes, fait attention à la consommation d'électricité. Que se trate de ser lo más responsables posible con respecto al consumo eléctrico. Et par exemple, les costumiers vont aller chercher des costumes dans des magasins vintage. Los vestuaristas, por ejemplo, ou éco-responsables. Muchas veces van a buscar los vestuarios, en vez de crearlos, van a buscar en ferias americanas o en locales eco-responsables. Être responsable à chaque chaînon. Es decir, ser eco-responsable en cada uno de los eslabones de la cadena. Donc il ne suffit pas de parler d'écologie, il faut être aussi un exemple quand on est un média. No basta con hablar de ecología, sino que hay que llevarlo a la práctica. Autrement, ça devient opportuniste. Sinon, es oportunismo puro. Donc pour eux, la création d'un label, et c'est ce qui est de plus en plus fait, doit accompagner la creación de una certificación tiene que acompañar estas acciones. Les programmes. Los programas sur l'écofiction. De ecoficción. Ça, c'est l'exemple de labels qui ont déjà été créés à l'étranger, par exemple. Estos son ejemplos de certificaciones que ya existen en otros países. Qu'ils ont repérés comme Albert Sustainable Production Certification. Et qui, pour eux, sont des exemples de bonnes pratiques. Y son ejemplos de buenas prácticas. Voilà. Et aussi tenir compte dans la création des labels, des rapports officiels. De ver la relación con las instancias oficiales. Et aussi pour sensibiliser et dans les fictions, les grandes conclusions de ces rapports pour les transformer en fiction. Transformer en fiction les conclusions des rapports des rapports officiels, oui. Eso, y también être accompagné dentro une fois de guiones plus de par des gens qui font partie que se transmitan las conclusiones de la COP o lo que va saliendo de las instancias oficiales. Parce que le risque, c'est toujours le greenwashing, le détournement, Porque siempre etc. está el riesgo del greenwashing y el desvío de la... Cinquième point, el quinto écologie punto, et éducation. Ecología y educación. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis tombée sur ce média de vulgarisation de la parole scientifique en prenant l'avion. Encontré un medio, estando en el avión, me encontré con un medio de divulgación científica. Donc, c'était proposé dans les programmes documentaires, parmi d'autres. Entre otras cosas, en la pantallita del avión. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est YouTube qui est derrière, la plateforme YouTube. Que está detrás, ça s'appelle Blob. Et ça s'appelle Blob. Se llama Blob. Et ça propose 10 petits épisodes. Propone pequeños episodios sur les coulisses du climat. Sobre los pasillos, los entretelones del clima.
Donc ça, c'est un projet qui est très récent. Es un proyecto muy reciente. Parce qu'il a été créé à l'occasion de la conférence des Nations Unies. Se creó en el momento de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano. Et en partenariat avec des laboratoires de recherche. En asociación con laboratorios de investigación. Des différentes universités françaises. Universidades francesas. Et du CNRS. Y el CNRS. Et ils ont repris pour définir les thématiques. Y retomaron temáticas. Les grandes recommandations du rapport, du dernier rapport du GIEC. Para elegir las temáticas, retomaron las grandes recomendaciones del grupo intergubernamental sobre la evolución del clima. On voit comment le politique, entonces, le scientifique, ahí vemos como lo político, lo científico et la médiatisation se mettent dans un projet commun. Se mezclan en un proyecto común. Qui est celui de sensibiliser. Que es el de sensibilizar. Et de réhabiliter y rehabilitar une parole scientifique una palabra científica, un discurso científico sur l'urgence de la transition écologique. Sobre la urgencia de la transición ecológica. Donc là, c'était beaucoup autour des océans. Vous allez dire que je suis un peu obsédée par les océans. Esto era alrededor de los océanos. Van a pensar que yo estoy obsesionada por los océanos, pero biologistes, había climatologues, glaciologues, estoy cansada, perdón. Oceanógrafos, biólogos, climatólogos y glaciólogos. Muy bien. Qui ont été que fueron convocados y participaron en ese proyecto. Donc voilà comment ça se présente. Esta es la presentación. Voilà, de la serie, del blob. Les coulisses du climat. Donc tout de suite on voit qui sont les partenaires. Entonces rápidamente aparecen cuáles son las instituciones que participan, que colaboran. Ensuite on clique. Haciendo clic. Et on voit les différentes thématiques. Vamos allá a los distintos temas. Sonder les océans. Sondar los océanos. Quand la mer monte. Cuando sube el mar. Changement climatique, quel vin demain, etc. Donc il y a 10 thématiques. Hay 10 temas. Glaciers, les sentinelles du climat. Los glaciares, los centinelas del clima. Sécheresse, le futur est dans le pré. Sequía, el futuro está en los campos. Et par exemple, là, j'ai cliqué sur quand la mer monte. Y acá, por ejemplo, yo entré al capítulo que hablaba de cuando sube el mar. Donc tout de suite, on a quels sont les laboratoires associés. Entonces rápidamente aparecen los laboratorios asociados a ese capítulo. Au blob, ici le CNRS Images. El CNRS Imágenes. L'IRD et l'INRA. El IRD y el INRAE. Qui sont des laboratoires en sciences exactes. Que son laboratorios de ciencias exactas. Le rapport du GIEC est aussi rappelé quand on clique, avec une possibilité de faire con una posibilidad de ir al link. Enfin, pas quand on voit la vidéo, mais voilà, le lien no qui en el est video, possible pero aparece pour ceux en la qui veulent en savoir presentación, plus. Para los que quieren más información. Ensuite, il y a un zoom sur où travaillent les scientifiques qui ont participé. Un zoom sobre dónde trabajan los científicos que participaron del proyecto. Donc, le terrain. El terreno. Sur lequel ils travaillent. Donde trabajan. Donc là, ça devient très concret. Y ahí se vuelve muy concreto. Où ce zoom va montrer le travail quotidien des scientifiques. Zoom muestra el trabajo cotidiano de los les científicos. Las herramientas que usan. Les méthodologies. Las metodologías. Pour ensuite faire émerger des analyses et des données. Para hacer surgir luego análisis y datos. Donc, par exemple, là, on voit un océanographe qui travaille. Hay un oceanógrafo. Sur le site de La Rochelle, que trabaja en el sitio de La Rochelle, et qui fait des extractions de données y que hace extracciones de datos sur les côtes sobre las costas pour voir l'évolution de la biodiversité. Para ver la evolución de la biodiversidad. Donc le discours est très vulgarisant, c'est un journaliste de divulgación, comme avec un journaliste scientifique, como si fuera avec des questions courtes, con preguntas cortas, où il se présente quel est son métier, se presenta, dice cuál es et comment il travaille, su profesión y cómo trabaja. Voilà, donc là c'est d'autres exemples. Otros ejemplos también. On montre
à côté des discours, les outils d'extraction avec lesquels ils travaillent, concrets. Je n'y connais rien, ne me demandez pas ce que c'est que cet engin. Peut-être que certains sachent, vous savez ici. Enfin, j'ai oublié, c'est expliqué, mais j'ai oublié. Et ensuite, comment à partir des données qui sont extraites, il permet de faire des analyses sur, par exemple, le réchauffement des océans. El calentamiento de los océanos. Ça en était un autre sur le phytoplancton du climat. Del phytoplancton al clima. Donc pareil à chaque fois, quels sont les partenaires, la parole des scientifiques, les outils, l'extraction, l'analyse des données. Ça dure 6 minutes et c'est extrêmement pédagogique. Dura 6 minutos y es extremadamente pedagógico. Entre 5 et 7 minutes. 5 a 7 minutos. Et c'est absolument pas rébarbatif. Y no es para nada, no aburre. Je n'ai pas de données sur est-ce que c'est beaucoup regardé ou pas. Il faudrait peut-être Lo que regarder. No tengo son datos sobre cuántas vistas tiene. Ça mériterait une analyse sémiologique. Merecería un análisis semiológico sur YouTube pour voir le nombre de likes, de commentaires, YouTube, para ver el número, la cantidad de likes y de retweets, etc. Y retuiteos. Pour analyser la réception, parce que je n'ai pas le temps de faire, je suis désolée. Que yo no he tenido tiempo de hacerlo hasta ahora, lo lamento. Et donc aussi des belles images, voilà, c'est esthétique. Dès qu'ils peuvent montrer des beaux paysages, des données scientifiques qui sont assez fascinantes comme là, ils le font dans le court format des 6 minutes. En este corto formato de 6 minutos. Le Blob a un partenariat, et ça je trouve ça très intéressant. El Blob tiene una asociación que me parece muy interesante. Il montre comment est le travail des scientifiques au quotidien et comment muestra el trabajo de los científicos les données qu'ils extraient. Los datos que extraen. Derrière, il y a des méthodologies, il y a des faits. Detrás de esos datos hay metodologías y hechos. Et en parallèle, ils ont développé un site pour déconstruire la récupération du discours scientifique, déconstruire la recuperación, la distorsión que se hace de los discursos científicos, de los climato-sépticos. Donc des fake news. Escépticos, ¿no? Climato-escépticos. Donc des fake news. Donc vous voyez, il y a réhabilité la parole scientifique pédagogiquement. La palabra científica pedagógicamente. Et déconstruire une parole qui se dit scientifique en faveur des logiques complotistes. C'est ce double mouvement qui est intéressant et nécessaire. Voilà. Et donc, pour faire ce blog, il y a un partenariat entre des journalistes et des scientifiques. Hay una colaboración entre periodistas y científicos qui s'appelle Infox Riposte. Que se llama Infox, respuesta Infox. Des scientifiques face à la désinformation. Los científicos frente a la desinformación. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, le blob en haut est partenaire. Ven, y arriba están también quienes colaboran. Donc moi, ce que je trouve vraiment important, parce que c'est ce qu'on fait aussi avec les jeunes publics dans l'éducation aux médias, en la educación para los medios que hacemos en las escuelas secundarias, c'est apprendre à comprendre comment comment se construit un discours enseñar a que la gente factuel, pueda ver cómo se construye un discurso fáctico de fait qu'est le discours journalistique ou scientifique, hechos, que es el discurso periodístico o científico, et déconstruire des informations qui se disent être des informations et qui sont des infox. Dicen ser informaciones y son falsas. Qui se disent être des informations scientifiques, par exemple, sur la vaccination. Informaciones científicas, por ejemplo, como pasó con las vacunas. Donc là, c'est le journaliste qui aide les scientifiques à montrer comment certaines données scientifiques extraits de vrais articles datos científicos extraídos de verdaderos artículos réinterprétés de manière mensongère pour alimenter des discours para alimentar discursos climato-sceptiques ou complotistes. Climato-escépticos o complotistas. Donc voilà, là il y a une falsification de la réalité. Hay una falsificación de la realidad en ese caso. Avec le projet
que je mène de facto. Con el proyecto que yo llevo adelante, que otro proyecto se llama de dans facto. le ressort des fake news, c'est soit construire de manière totale con relación a las fake une nouvelle news, réalité, soit falsifier fake news que son completamente construidas une réalité sobre una mentira, existence et la transformer en faveur de l'idéologie qu'on veut y défendre. otras que no, que proceden de hechos reales que sucedieron, pero que se la transforma en pos de darle otra significación. Donc là, c'est la parole scientifique aussi face aux experts autoproclamés experts dans les médias. La palabra científica frente a los expertos autoproclamados en los medios. Que sont certains, comment on appelle ça, les influenceurs, como algunos influencers, ¿no? qui se construisent comme experts et qui ne sont pas des discours scientifiques, y que en realidad no mais des discours d'opinion. No transmiten discursos científicos, sino discursos de opinión. Et qui sont très suivis par les jeunes. Seguidores jóvenes. Donc sur ce blog, c'est reprendre aussi le discours de certains de ces influenceurs très suivis el discurso de algunos de esos et influencers muy conocidos y lo denuncian. Alors il y a un exemple, par exemple, qui m'avait interpellé. Por ejemplo, que me había interpelado mucho. Sur le fait de démontrer que le réchauffement sobre el hecho de demostrar que climatique n'avait pas lieu parce qu'il y avait moins de feu. Porque había menos fuego. Effectivement, et c'était extrait. Ouais, il y avait había moins menos d'incendies. incendios y que entonces no había calentamiento climático. C'était extrait effectivement d'une étude scientifique qui avait été faite. Esto lo habían sacado de un estudio científico que efectivamente se había realizado. Sauf que ils n'ont pas retranscrit rigoureusement. Solo que no transcribieron rigurosamente. De quel feu ils parlaient. De qué incendios hablaban. Donc dans l'imaginaire des gens, c'était les feux de forêt naturels liés au réchauffement. De la gente eran los incendios forestales ligados al calentamiento global. Alors que là, ils parlaient des feux agricoles. En realidad, el estudio hablaba de los fuegos agrícolas. Qui font partie des données génériques totales et qui avaient une très forte part dans les feux totales. Qui avait une forte part. Les feux agricoles qui étaient très présents dans les incendies. Voilà. Et donc, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs utilisent d'autres formes los agricultores usan pour un changement de pratique. Voilà, c'est ça. Dans la manière de... Hay un cambio de prácticas, comment on dit de... Je commence à être fatiguée de... Voilà, de régénérer les déchets. Merci. Donc voilà, et pour aider à appuyer ce discours, il y avait le climatologue Emmanuel Vincent, chercheur qui est à l'origine de ce média, qui lui aide à aller chercher des experts qui vont amener un contre-discours par rapport au document source en disant voilà ce que dit en réalité ce document. Donc, des scientifiques qui traquent les faux contenus, je sais qu'on n'a pas tous le temps de le faire, mais de temps en temps, c'est bien de se saisir de cela, surtout quand ça concerne nos domaines. Que haya científicos que atacan, que toman y analizan los contradiscursos, los falsos contenidos. Par exemple, je vais vous dire un truc très simple, parce qu'on en parlait avec Cora tout à l'heure. En tant que spécialiste de l'image de guerre, par exemple, des vraies images de guerre, il faut déconstruire quelles sont les fausses images de guerre et pourquoi elles circulent au service de quoi. Déconstruire cuáles son las falsas imágenes de guerra y pensar al servicio de qué se las está modificando, ¿no? Donc, à côté des vraies images de guerre publiées dans les médias, etc., il faut montrer quelles sont les fausses images. Entonces, ce double mouvement. Al lado además de mostrar cuáles son al lado de las reales hay que también desmontar las falsas, es decir, difundir las reales y déconstruire las falsas. Les scientifiques qui participent à ce projet témoignent pourquoi ils le font. Los científicos que participan de este proyecto dan testimonio ahí de por qué lo hacen. Comme les journalistes, ils se sentent de plus en plus décrédibilisés dans leurs fonctions. Como los periodistas de la même manière que les journalistes. Oui, al igual que los periodistas. La suspicion qu'on met sur les scientifiques, donc ils veulent réhabiliter leur métier, la rigueur du métier scientifique, des méthodologies. Y mostrar el rigor científico de sus metodologías.
Et autre chose, c'est aussi le souci d'éduquer, de sensibiliser. Y también hay una preocupación y una voluntad de educar y sensibilizar sobre el tema. Et sí. Oui, j'ai fini. Ya termino. Et ensuite, eh bien, autre modalité, éduquer les jeunes publics educar a los jóvenes, en invitant les scientifiques à intervenir dans les classes ou à participer aux outils pédagogiques mis en place pour éduquer sur l'information et la désinformation, comme moi je l'ai fait, là je vais arriver très vite, avec un prof dans un collège. Alors là, c'était un prof qui fait des arts plastiques, hice, por ejemplo, con un où on fait de l'éducation aux médias, de l'information. Oui. Con un profe de artes plásticas en una escuela secundaria. Hicimos. Dans de classes de 4e, 3e au collège, où on a pris le sujet de la pollution. Tomamos el tema de la contaminación con este profe de plástica. Et comme c'est un prof d'art plastique, on a demandé aux élèves de créer des médiations culturelles pour sensibiliser sur la pollution des océans. Y le pedimos a los alumnos que crearan mediaciones culturales, artísticas, para sensibilizar sobre la contaminación de los océanos. Et donc pour cela, en amont, on leur a dit comment on recherche une bonne source, une bonne information. Entonces, para eso les dijimos, pero ¿cómo van a hacer ustedes para buscar una buena fuente, una fuente confiable y la información verdadera? Accompagné du prof doc, etc. Lo fuimos acompañando en eso. La matière pour produire ensuite la médiation culturelle. Et on va finir sur une de leurs petites vidéos. Y terminó sobre en fait, j'avais dit que j'avais pas de vidéo, mais j'en ai une. ¿Puedes pasar el video? Porque había dicho que no tenía video, pero ¿probamos? Non. ¿C'est sur internet ou c'est sur ton ordi? Mon ordi. Lo tiene en la computadora. Tu essayes. El videito que hicieron los chicos, ¿no? C'est les enfants que c'est les jeunes. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Un vidéo que bon, tant pis. Mais enfin voilà. Et à la fin, ils ont cité les sources. Y al final citaron la fuente. Et c'est destiné au festival de l'école. Y eso fue para el festival de la escuela y bueno, fue una producción que hicieron ellos de mediación cultural. Muchas gracias. No funciona justo Et le projet de facto, j'en parlerai pas. Bueno, hoy no hablo del proyecto de facto, es educación para los medios. Alors, ça, c'est... depuis 2 ans, je participe à un projet que participo en un proyecto avec un autre gros laboratoire que le mien, qui s'appelle le CARISM de Panthéon-Assas. Un laboratorio que no es el mío, que es el CARISM. Autour d'informer, désinformer, éduquer. Alrededor de informar, desinformar y educar. C'est la Commission européenne qui finance. La Comisión Europea financia el proyecto. Et nos partenaires sont le CLEMI, asociados son el CREMI, le Centre d'éducation aux médias et à l'information lié à l'éducation nationale, a través del Ministerio de Educación Nacional, et l'AFP. Y la AFP, la Agencia France Presse de Noticias. Et on essaie de produire des outils pour aider les journalistes à faire tratamos de generar herramientas para ayudar a que los periodistas des meilleurs outils de fact-checking, tener mejores herramientas de fact-checking, à mieux penser l'intelligence artificielle et les images produites par l'intelligence artificielle, imágenes producidas por inteligencia artificial, et accompagner le CLEMI pour produire des ressources pédagogiques à destination des enseignants. En la producción de herramientas pedagógicas destinadas a los docentes. Voilà, là je vais arrêter là. Paro acá.